va passer à la deuxième présentation. C'est toujours dans le domaine de l'université. La deuxième présentation, ça va être une expérience, un partage d'une expérience numérique dans une université marocaine. Il va être fait par notre collègue, le professeur Ahmed Rabbani, qui est professeur-chercheur à l'École normale supérieure de l'enseignement technique, l'Université Hassan II de Casablanca. Et Monsieur Rabbani va nous présenter, il va parler sur l'expérience de Casablanca et son titre est Enseignement supérieur accessible à tous, cas de l'université virtuelle Hassan II de Casablanca. À vous la parole, Dr Ahmed Rabbani. Chère assistance, bonsoir. Monsieur Saaf, lorsqu'il m'a sollicité pour intervenir, donc je remercie d'abord le comité d'organisation qui m'a invité à intervenir sur cette thématique. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'expérience de l'Université Hassan II en matière du numérique et surtout le côté université virtuelle de Hassan II de Casablanca. Donc, l'agenda de ma présentation, je commencerai rapidement de vous présenter le projet de développement de l'Université Hassan II en matière de e-learning et les différents usages possibles du numérique en formation, que ce soit en classe traditionnelle ou en classe inversée. Et puis, je vais en parler sur l'expérience proprement dite de e-learning au niveau de l'université. L'Université Hassan II, nous sommes 19 établissements, donc il y a plus de 8000 cours qui sont dispensés chaque année, assurés pour plus de 124 000 étudiants. Donc nous sommes aux alentours de 2500 enseignants et 2000 personnels administratifs et techniques. Alors la mise en place d'un projet de Smart Université ou d'université virtuelle, ça commence déjà par ce qu'on appelle l'infrastructure. C'est-à-dire là, il faut avoir une certaine architecture, une certaine infrastructure physique. Et sur cette infrastructure physique, que vous allez déployer le niveau suivant, qui est tout ce qui est applicatif. Et donc installer des plateformes. Si on n'a pas une infrastructure physique, on ne peut pas parler de e-learning, rien du tout. Donc il faut vraiment avoir déjà une infrastructure physique, surtout au niveau des télécommunications, des liaisons, la fibre optique, les routeurs, les switches, etc. Et puis il y a aussi l'expérience utilisateur. Il faut que les utilisateurs, que ce soit les enseignants, que ce soit le personnel technique, que ce soit même les étudiants, il faut qu'ils soient bien formés sur l'utilisation de cette infrastructure ou bien de ces plateformes. Et bien sûr, on va l'appliquer que ce soit au niveau de l'enseignement, de la recherche ou bien de l'administration. C'est grâce à tout ça qu'on peut avoir ce qu'on appelle un dashboard qui va nous permettre de piloter, de parler de la qualité, de faire des audits, de communiquer correctement, etc. Donc, au niveau de l'université, mettre en place des plateformes virtuelles intégrées, bien sûr, il faut appliquer ça au niveau de e-learning, donc il faut faire de l'innovation pédagogique, il faut créer des classes virtuelles, il faut maintenant, on parle de ce qu'on appelle les e-labs, ça veut dire permettre aux étudiants de faire des travaux pratiques à distance, on parle des plateformes d'enseignement de langue, des développement des soft skills, etc. Il y a aussi, nous avons développé en interne des applications, des plateformes, tout ce qui est recherche et développement, surtout pour faire du ranking, pour faire, faire le suivi des publications, etc. Il y a aussi le côté administration, donc maintenant on parle de parapheurs électroniques, de plateformes de télétravail, de plateformes d'archivage, etc. Et sans oublier bien sûr le côté insertion des lauréats. Donc il faut leur offrir des espaces pour qu'ils puissent établir leur portfolio, il faut créer des forums, il faut créer des espaces d'entrepreneuriat, etc. Donc tout ça, ça a été mis en place, mais comme j'ai dit, sans infrastructure, on ne peut rien faire. C'est pourquoi je vous présente rapidement, sans aller dans les détails techniques de l'infrastructure que nous avons au niveau de l'Université Hassan II de Casablanca. Donc les 19 établissements, comment ils sont liés vers les sites des présidences, là où nous avons ce qu'on appelle tout ça, il est autour d'un réseau qu'on appelle le réseau Marwan, Moroccan One Academic. Donc sur le slide suivant, je vais parler de ça. Et donc c'est un réseau qui est propriétaire aux universités marocaines qui nous permet d'aller vers Internet. Et donc, l'accès à Internet, maintenant, ça démocratise l'accès à l'information. Il faut qu'il soit vraiment possible à tous les étudiants d'accéder et de bénéficier surtout, par la suite, je parle de la gratuité, parce que c'est ça qui va démocratiser l'accès à l'information, c'est ça qui va assurer l'égalité des chances pour les étudiants. Donc, ce réseau Marwan, qu'on appelle le Moroccan Academic and Research Area Network, c'est un réseau qui a été démentionné depuis 1998, qui est opérationnel, disons, depuis 2000, et qui relie les différentes universités marocaines
vers Internet. Bien sûr, elle est gérée à chaque fois 4-5 ans, on s'en appelle l'offre pour la gestion de ce réseau. Et donc, maintenant, elle est gérée par l'opérateur Inouï. Et donc, elle permet des débits qui peuvent aller jusqu'à 35 gigabits par seconde pour la totalité, mais il ne relaie vers Internet par des passerelles de 10 gigabits par seconde. Donc, si je reviens sur le projet de développement dans notre université, il a été axé principalement sur la digitalisation de la formation, la digitalisation de la recherche et puis de l'administration. Donc, bien sûr, avec l'arrivée de Madame la Présidente, donc, elle a présenté son projet, bien le nouveau schéma directeur pour piloter l'université au bout de son mandat, qui était axé sur ce qu'on appelle les 5 I, à savoir l'internalisation. Il faut qu'on soit vraiment visible au niveau international et il faut qu'il y ait une certaine e-gouvernance, l'innovation, l'insertion et puis l'inclusion. Donc en termes de digitalisation de l'administration par exemple, donc on a ce qu'on appelle l'ENT, l'espace numérique de travail, donc c'est le portail universitaire open source qui est fait pour l'enseignement supérieur, donc on peut toujours le télécharger, l'installer gratuitement. Et donc tous les étudiants, ils ont des comptes, les personnes, ils ont des comptes sur l'espace numérique de travail qui va leur permettre d'accéder à différentes ressources, ne serait-ce que pour avoir des certificats, ne serait-ce que pour vous demander des espaces d'archivage, d'avoir le courrier électronique, etc. Et nous avons même créé un espace de télétravail qui permet aux enseignants de créer des forums, de créer des réunions. Bon, si je clique là, je peux aller sur cet espace numérique, sur cet espace de télétravail. Donc moi, en tant qu'enseignant, je dois décaler un peu, voilà. Donc je vais me connecter. Automatiquement, je suis authentifié par mon compte et je suis dirigé vers la plateforme de télétravail. Et sur cette plateforme de télétravail, je peux créer des visioconférences. Donc là, j'ai la possibilité de créer des salles de fin de réunion, j'ai la possibilité de créer des forums ou bien des chats en live avec les étudiants ou bien avec mes collègues enseignants. Et j'ai la possibilité aussi d'avoir ce qu'on appelle un bureau virtuel dans lequel je peux stocker mes documents, mes ressources, etc. Donc, si je reviens sur ma présentation, donc aussi nous avons la possibilité d'accéder aux statistiques en temps réel, combien d'étudiants sont inscrits, combien de cours sont élaborés, combien d'examens, etc. Donc tout ça, ça nécessite bien sûr une équipe derrière qui va essayer de piloter tout ça. Donc maintenant, je passe sur le deuxième point qui est les différents usages possibles du numérique. Donc surtout actuellement, lorsqu'on parle d'enseignement à distance, on parle de trois choses. L'unité de lieu qui est est-ce qu'il est à distance ou bien en présentiel, et l'unité de temps, est-ce qu'il est en mode synchrone, asynchrone, ou bien hybride, ou bien ce qu'on appelle le blended learning. Et puis, il y a l'unité d'action. Est-ce que c'est une formation individualisée, c'est-à-dire destinée à un groupe bien précis, ou bien c'est une formation collective ouverte et à tout le monde. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour réaliser tout ça, il faut être conscient qu'il faut mettre en place des plateformes, surtout ce qu'on appelle des LMS, les Learning Management Systems. Et donc, à ce moment-là, on peut faire des cours ouverts à tout le monde, donc les MOOC, ou bien des cours privés, ce qu'on appelle les SPOC, ou bien, il y a aussi le terme la formation ouverte à distance, mais ça nécessite l'installation des plateformes. Et surtout, les plateformes open source au niveau universitaire, il faut promouvoir tout ce qui est open source, surtout Moodle, par exemple, et pour la visioconférence, Big Blue Button, Jitsi. Donc, nous avons aussi Edmodo, nous avons Google, les outils de Google et de Microsoft. Donc, pour réaliser ce qu'on appelle la classe inversée. La classe inversée, c'est il faut rendre l'étudiant autodidacte, c'est-à-dire il faut que l'étudiant, il faut lui préparer toute l'infrastructure nécessaire, tous les documents nécessaires pour qu'il puisse travailler chez lui, le maximum de temps chez lui, et puis venir en classe pour compléter la formation, ne serait-ce que. C'est-à-dire là, dans le système traditionnel, l'étudiant arrivait en classe la matinée, et puis il commence à apprendre toute la journée, et à la fin, vers le soir, on lui dit, lorsque tu pars chez toi, tu dois faire telle et telle chose. Et donc tout ça, ça démotive l'étudiant. Alors que maintenant, avec la notion de classe inversée, il faut que l'étudiant, là où il est à l'aise, il prépare, il a toutes les ressources, mais là, ça demande un investissement de la part des enseignants, surtout des corps pédagogiques, du staff pédagogique. Il faut mettre à la disposition de l'étudiant toutes les ressources nécessaires pour qu'il puisse prendre en main son destin au niveau de la formation et devenir un autodidacte. Et tout ce qui lui manque lorsqu'il arrive, c'est-à-dire il peut venir en classe, ne serait-ce que pour travailler en groupe ou bien faire des travaux pratiques, ou bien demander l'aide de l'enseignant. Et vers la fin, il faut qu'il parte chez lui vraiment motivé pour encore continuer à apprendre et à apprendre.
Donc voilà un peu la notion de classe. Donc au niveau de notre université, nous avons mis en place, comme j'ai dit, l'espace numérique de travail qui offre beaucoup de possibilités. Nous avons aussi la visioconférence, surtout à base de ce qu'on appelle le Bibliothèque pour permettre l'accès aux étudiants. Les étudiants peuvent accéder pour suivre des cours en mode synchrone, sans rien payer de leur somme. Donc s'il a un téléphone qu'il charge et s'il accède à la plateforme e-learning de l'université en utilisant ce qu'on appelle le Big Globoton comme plateforme de visioconférence, il ne paye rien de son solde. Mais si jamais on a des nombres, c'est-à-dire des classes massives, dans lesquelles on a des étudiants, surtout lorsqu'on a des étudiants de 500, 600 ou bien 1000 étudiants, on fait appel à ce qu'on appelle Blackboard Collaborate. C'est un abonnement qui a été fait par l'université pour pouvoir gérer surtout les masses. Et nous sommes en train aussi de mettre maintenant en place une plateforme dédiée aux examens, surtout à distance, surtout pour... Bon, voilà un peu les statistiques, nous avons fait des statistiques. Tout le monde utilise maintenant Moodle. Hein. Vous voyez, 4267 cours sont dispensés sur Moodle. Et puis il y a les réseaux sociaux, il y a les solutions de Google, les solutions de Zoom, etc. Donc voilà un peu les statistiques qui ont été relevées derrière. Bon, là, ça c'est l'architecture technique de la plateforme. Nous avons mis en place aussi un prototype des examens, que ce soit en présentiel ou bien à distance. Il y a des solutions qui peuvent proctorer ou bien faire le suivi pour assurer une certaine crédibilité au niveau des examens, qui soit, bien sûr, on essaie d'aller vers le zéro papier, c'est-à-dire les étudiants viennent pour passer des examens au format électronique, comme ils peuvent passer des examens de chez eux. Donc voilà un peu les différentes solutions. Il y a aussi un autre paramètre qui est très très important, c'est surtout la certification. Je vois que j'ai consommé pratiquement 11 minutes. Donc là, c'est la certification. Surtout, nous avons signé des conventions avec Cisco Systems, qui est leader dans le domaine réseau, surtout les technologies réseau. Parce que ça, c'est un créneau qui est très très important. Je conseille aux étudiants de faire des certifications parce que ça vraiment ça favorise l'employabilité des étudiants et ça aide à les insérer sur le marché du travail. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma présentation et je vous remercie et je rends la parole à Madame la modératrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. C'était une très belle présentation, très riche. Ouais. Sincèrement, moi, je viens de découvrir ce bel espace numérique de nos collègues de Casablanca que je ne connaissais pas. Franchement, vous êtes très, très en avance et je vous en félicite. Merci, Franchement, je merci. vous en félicite.